Bien le bonjour, je suis Mauricio Vietto et celle-ci est ma chaîne L'Ami des Bêtes. Viens avec moi, on va répondre des questions aujourd'hui. Gustave a un chien de race Jack Russell. Il trouve que le chien semble hyperactif. Il me demande, est-ce qu'un jour il va se calmer? Est-ce qu'un jour il va se calmer? Eh bien, il y a deux facteurs qui peuvent expliquer toute cette énergie. Le premier facteur est l'âge et le deuxième est la race. Donc, on y va. Le Jack Russell fait partie de la famille des terriers. Cette famille, elle est composée de chiens spécialement énergiques, des chiens qui ont un dynamisme à toute épreuve et sont spécialement indiqués pour des familles avec des enfants, par exemple, parce qu'ils jouent beaucoup, ils ont beaucoup d'énergie, d'amour à donner, et cela pas seulement pendant leur croissance, mais aussi pendant leur vie adulte. Aussi, l'âge de 3 mois est le début de la période de découverte, qui va prendre toute la première année du chien, et même un petit peu plus. Cette première année, si on veut faire des rapports avec l'évolution humaine, elle équivaut aux 15 premières années d'un être humain. Donc c'est sa jeunesse et début d'adolescence. Il y a beaucoup d'énergie à brûler, beaucoup de choses à découvrir, et le chien, il ne se prive pas. Le Jack, parmi les terriers, est une race qui adore courir, adore jouer, adore se dépenser, et il est dans son rôle quand il fait tout ça. Il y a des choses qui peuvent être faites pour essayer de directionner toute cette énergie. Donc, par exemple, des activités physiques régulières. Ça, c'est quelque chose qui peut canaliser cette énergie. Ces activités régulières, relativement modérées, parce que si vous faites des activités de champion avec un Jack, il va lui-même devenir un champion et avoir besoin de ces activités de champion régulièrement. Donc c'est plutôt de la maintenance qu'autre chose, sauf si vous préférez, bien sûr. Et ceci en équilibre avec le fameux enrichissement ambiental. L'enrichissement ambiental consiste à lui donner des jouets avec lesquels il va pouvoir s'amuser, il va pouvoir détruire, ce sont des jouets à lui. Et ces jouets vont lui permettre de canaliser un petit peu cette énergie aussi. Il est important que ce soit des jouets directionnés pour les chiens, pas une vieille chaussure ou des choses comme ça, parce qu'il ne va pas savoir faire la différence entre les vieilles et les neuves chaussures. Une fois qu'il commence à attaquer vos chaussures neuves, vous n'allez pas tellement aimer, n'est-ce pas? Donc attention à ce qu'il ait ses jouets à lui. Il y a aussi une solution qui, je trouve personnellement la solution idéale, malgré le fait qu'elle soit une solution polémique, serait celle d'accepter le fait que le chien est un animal social, beaucoup plus que l'homme. Aristote disait que l'homme est un animal social, le chien beaucoup plus, il a besoin d'une vie de meute. Donc ici on lui donnait un petit frère ou une petite sœur. Deux petits chiens, en fait, ne sont pas le double de travail, ne représentent pas le double de travail qu'un chien tout seul. D'ailleurs, au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples avec deux chiens, entre autres, idée même de compagnie pour le chien quand on sort travailler et tout ça. Il est beaucoup plus simple pour un chien d'endurer sa vie accompagné. Il est très important de ne pas oublier que dans cette petite communauté formée par votre famille et votre chien, vous êtes le chef. Et comme chef, c'est vous qui donnez les limites. Donc, ne pas vous laisser déborder par votre chien. Ce sont des choses qui se règlent dès le départ. Plus tard, quand il sera un jeune adulte, il sera beaucoup plus difficile de régler des débordements. Donc, ça s'éduque dès le départ. Ne pas vous laisser déborder. Établissez les limites pour votre chien. Une autre question, la question d'Hélène. Hélène demande comment l'éleveur fait pour vendre ses petites douceurs de chiots. Elle dit qu'elle ne réussirait pas à les vendre. Bon, ça c'est une question classique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des notions qu'un éleveur passionné, il doit avoir dès le départ. La première chose est de comprendre que le moment de la vente est un moment de bonheur, et un moment de bonheur partagé. Donc c'est un des points que je répute un des hauts points dans la vie d'un éleveur. C'est l'apothéose de la vente. Donc c'est l'apothéose, le moment où il y a une communion entre la famille qui vient chercher le petit chien et vous, où le petit chien est né.
Une autre chose importante et subtile, c'est arriver à comprendre qu'il y a différentes nuances entre la notion d'amour et la notion de possession. Vous n'avez pas besoin de posséder pour aimer. Il y a aussi un autre aspect qui est bien clair dans l'esprit de tout éleveur et par ailleurs de sa famille aussi, c'est que nos chiens à nous sont nos reproducteurs. Ceux-là, ils sont les nôtres. Tandis qu'un bébé qui est né, il est destiné à assumer un rôle différent dans une autre famille qui viendra le chercher au moment de sevrage. Donc on sait dès le départ, et en sachant ça, il est beaucoup plus simple d'éviter le deuil causé par l'éventuel départ d'un petit chiot au moment du sevrage. Bien sûr, on a aussi toujours des petits chiots qu'on garde pour nous, mais qui vont assumer un rôle au sein de notre propre élevage, et ceux-là, ils sont à nous aussi. Mais il est important pour un éleveur, donc, cette différence peut-être subtile entre l'amour et la possession. Parce qu'un éleveur, il faut qu'il sache que l'amour est aussi renonce. Il faut savoir offrir, il faut savoir rendre. Et tout ça vient dans le même pactage. J'espère avoir répondu à ta question. Et on passe à une autre. Betty a dit qu'elle envisage d'acheter un chiot. Mais elle a déjà un chien adulte et elle a peur que son chien adulte, qui est déjà là, se montre agressif vis-à-vis du petit bébé. Est-ce que ça peut marcher? Voilà la question. Eh bien, dans mon opinion, ça marche toujours. De temps en temps, il faut prendre quelques mesures. Mais un chien est destiné à vivre en groupe. Et donc, il a besoin de ses congénères. Bien sûr, il est important que l'acclimatation se fasse de façon correcte, dans le respect de l'hiérarchie et avec beaucoup de patience. Et fréquemment, c'est pas ce qui arrive quand le bébé arrive à la maison, parce que tout le monde veut tourner autour du bébé, prendre dans les bras, faire des câlins, et on a une tendance à oublier un petit peu le chien qui est là. Or, il faut faire attention pour faire justement le contraire. Il faut conforter le chien adulte qui n'a pas perdu sa position hiérarchique au sein de la famille et qu'il est le chef de département chien. Donc, vous devez vous concentrer sur le chien qui est déjà là, en lui montrant qu'il est bien, qu'on l'aime, tandis que le bébé qui vient d'arriver, il a tellement de choses à faire, trouver ses marques, comprendre sa nouvelle maison, se cacher derrière un meuble pour voir ce qui se passe autour, il est très occupé. Donc, il y a cette période où il faut faire très attention pour ne pas réveiller des jalousies chez le chien qui est déjà là. Cette période où il faut faire attention est une période très courte. Peut être même de quelques heures seulement, peut-être de très peu de jours au maximum, mais il y a un moment où vous vous rendez compte que le chien qui était déjà là, il accepte le bébé comme faisant partie de la famille. Et à partir de ce moment-là, vie normale, vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec rien. Après, le temps va passer et quand les deux chiens seront adultes, c'est-à-dire quand le bébé sera devenu un jeune adulte, il y a un risque que l'hiérarchie entre les deux se recompose, qu'il y ait une inversion ou pas. Le jeune arrivé, il peut être à l'aise avec son rôle au sein de la famille ou il peut tester l'adulte. Ces aspects, ils sont toujours très subtils. On ne se rend pas compte. Ça se passe dans les jeux de regard qui baissent le regard ou quand un chien ne cède pas le passage à l'autre. On ne se rend pas compte et un beau jour, on se rend compte que le jeune est le premier à manger et l'autre attend, par exemple. Donc, les choses se sont inversées. Et c'est très bien comme ça fait partie du jeu et ça peut se réinverser à nouveau plus tard. Donc il faut laisser rouler, il n'y a aucun effet, c'est bon à savoir. Plus rarement, il y a des risques de bagarre. Et quand il y a des bagarres, il faut évidemment faire attention. Spécialement avec des femelles qui se battent un peu avant l'arrivée des chaleurs par exemple. Ça peut être agressif, spécialement agressif. Les mâles, c'est rare. L'agressivité, il y a beaucoup de grondements, il y a des efforts de soumission, mais c'est pas agréable. De toute façon, et si jamais il y a des choses comme ça qui sont gênantes ou délicates, il y a toujours l'hypothèse de recourir à la castration. La castration qui d'ailleurs aurait dû être préconisée dès le départ pour des chiens qui ne sont pas destinés à la reproduction. La castration a toute une série de facteurs bénéfiques, entre autres enlever complètement le risque d'avènement de cancer hormonodépendant,
Carcinome mammaire par exemple, le cancer de sein des chiennes, et lait estrogène dépendant, on lève le risque pour les mâles de cancer de la prostate, cancer pénien, il y a toute une série de néoplasies qui sont dépendants des hormones et qui sont réglés avec la castration. Aussi tous ces débordements de tempérament, tout ça est évidemment un peu plus secondaire parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique de la chose, mais il y a une action hormonale qui est indéniable et qui se réduit. On va parler de castration à un moment donné aussi de façon plus profonde dans une vidéo spécifique pour ça. Mais elle peut régler le problème. Enfin, dans les cas où la castration ne peut pas être indiquée, soit par le choix de propriétaire, soit pour une autre raison, il y a toujours l'option de lancer main, de recourir à un éducateur canin qui, sur place, et en faisant un travail à la carte, il va pouvoir rétablir l'hiérarchie de la façon dont on veut. Parce qu'il faut savoir que quand le grand chef est l'être humain, les autres chiens ne se bagarrent pas. Donc il faut toujours que l'humain adulte soit le chef de sa famille, le chef de la meute de ses chiens. Et un éducateur peut aider à donner des consignes pour que ces choses se fassent correctement. Il n'y a plus de bagarre. Philippe m'a demandé quels sont les chiens que je produis, quelles sont les races que j'élève. Bien, ce canal n'est pas un canal destiné à la vente des chiots, et un canal destiné à l'échange d'informations entre éleveurs, passionnés, vétérinaires, essayons de donner une touche un peu plus technique dans la mesure du possible, mais pas pour vendre des chiots. Donc pour des raisons éthiques, je vais laisser cette question sans réponse. De toute façon, j'ai arrêté d'élever il y a quelque temps, malgré le fait que je garde avec moi quelques chiens pour mon plaisir personnel, que je fasse quelques portées de temps en temps pour mon plaisir, pour ma passion. Donc j'en parlerai le moment venu parce qu'on m'a déjà demandé aussi quelles sont les races que j'ai élevées. J'ai déjà beaucoup élevé, j'ai élevé beaucoup de races tout au long de ma vie. Professionnellement parlant, je travaillais avec beaucoup d'éleveurs, j'ai créé des éleveurs, mais tout ça va faire objet d'une vidéo de présentation parce qu'on m'a déjà demandé de montrer un petit peu mon pédigré et donc ça va faire objet d'une autre vidéo. Là je raconterai un petit peu les races que j'ai élevées, où, quand, comment et pourquoi. Ok. Une dernière question, il y a Julie qui me dit qu'elle a amené son petit chat pour une castration, un chat mâle, et qui au bout de quelques temps, elle a l'impression que les testicules sont encore là. Elle me demande si les testicules peuvent être descendus après. Or, je ne crois pas du tout à cette hypothèse, pour des raisons éthiques. Quand on amène un chien chez un vétérinaire pour se faire castrer, et quand il y a un problème et les testicules ne peuvent pas être retirés, pour une raison ou autre, ce vétérinaire doit être clair avec le client. Donc ça aurait été une erreur éthique fondamentale. Et je ne crois pas que ça puisse être le cas. Donc si elle l'a amené chez le vétérinaire et le vétérinaire a enlevé les testicules ne sont pas là. Par contre, il y a toujours, après une castration de mâle, et aussi d'ailleurs, techniquement parlant, pour n'importe quelle chirurgie d'ablation d'organes terminal, que ce soit un doigt, un membre, les testicules dans le cas, il y a toujours la formation d'édème autour du local de cette chirurgie. Et ceci s'explique parce que la circulation terminale a été altérée. Donc le liquide qui s'accumule cause cette édématiation de la région en question. C'est un aspect qui devrait être dit lors de n'importe quelle castration de mâle. Parce que quelques jours après la castration, quand vous regardez la bourse scrotale du chien ou du chat, vous avez l'impression qu'elle est pleine. Et en fait, c'est de l'édème. Cet édème, en principe, dure 15 jours à 3 semaines, il est résorbé doucement, et après ça disparaît. Or, plus rarement, et je pense que ça peut être le cas du chat de Julie, plus rarement, cet édème, il reste là, il s'organise. Le tissu conjonctif qui est dans le local de cet édème s'organise, il y a la formation d'un granulome, comme si le tissu fibrosait. N'a aucune raison d'exister, mais c'est une façon de l'organisme de se défendre de ce liquide qui arrive et ne devait pas être. Cette organisation fait que dans la région, il y a une espèce de tuméfaction, mais à la palpation, il est très simple de déceler
déceler la différence entre un testicule qui serait une petite boule qui bouge, d'un granulome ou d'une région édémaciée, où la texture est un peu plus fixe. Donc il est très simple de conclure si il y a un problème ou pas. De toute façon, en cas de doute, il vaut mieux l'amener chez le vétérinaire, parce que le vétérinaire, avec le chat, l'anamnèse bien faite, quand est-ce que la chirurgie a été faite, ça fait combien de mois, comment est le chat, quel est le comportement du chat, le comportement juridique, qui est le chat qui se montrait agressif et timide, aujourd'hui il n'est que timide, il n'est plus agressif, présumons un petit peu si j'ai bien compris. Ça dénote aussi que la chirurgie a fait son effet. Les hormones, la testostérone produite par ces testicules a dû baisser les taux de testostérone dans le chat pour qu'il diminue un petit peu son agressivité, et que cette baisse du taux de testostérone, elle n'a lieu que 2 mois et demi après, parce qu'il y a un temps de vie circulante de cette hormone. Donc les taux ils baissent au bout de 2 à 3 mois. Il n'y a qu'après qu'on se rend compte au niveau du comportement du chien. De la même façon, il vaut mieux ne pas laisser le chat qui vient d'être castré saillir une femelle, parce qu'il y a toujours des petits risques qui ne sont pas énormes, mais risque il y a qu'ils réussissent à féconder une femelle juste après une castration à cause d'une présence de spermatozoïdes résiduels. Donc, mieux ne pas mélanger les choses. Donc avec cette question, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pas seulement votre appui au niveau de like, de s'inscrire au canal, ce qui est très important pour que ce canal continue à vivre et qu'il se développe, mais aussi pour votre contribution au niveau des questions qui sont toujours bienvenues, et je ferai mon possible pour les répondre de façon complète. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.